Je vais parler un petit peu de la médecine personnalisée en allergo et surtout des thérapies ciblées. Donc, on a parlé beaucoup de l'importance de l'allergo, de l'importance de l'immuno dans l'allergo. Et donc, tout ça a un objectif, c'est de mieux soigner les patients. Alors, dans les dernières années, on a constaté que le paradigme de one size fits all n'est pas toujours quelque chose de vrai. Donc, qu'il y a beaucoup qu'il faut vraiment personnaliser les soins pour que ça soit efficace. Je suis vraiment gênée par la lumière, monsieur. S'il vous plaît. Merci bien. On a constaté aussi que dans les maladies allergiques, la majorité des patients, donc la majorité des patients ont un bon contrôle des symptômes, mais il y a quand même une minorité de patients qui, eux, ont une absence de contrôle malgré tous les soins qu'on leur donne. Et donc, on a commencé à se poser la question, pourquoi ? Pourquoi cette proportion de patients échappe finalement au contrôle malgré tout ce qu'on essaie de faire pour eux. Et donc, les développements dans toutes les sciences omiques, particulièrement dans la génomique, la protéomique et le métallobomique, ont permis de démontrer qu'il y a quand même des différences. Donc, il y a des différences. Chaque patient peut réagir différemment à un traitement. Ce n'est pas tout le monde qui va réagir de la même manière à un traitement qui est standard pour tout le monde. Donc, il y a des différences, et ces différences-là font en sorte que les traitements vont être adaptés à chaque ce qu'on appelle à chaque phénotype. Et donc, on a commencé à analyser cette observation-là et à trouver des manières de trouver des phénotypes, de trouver des différences. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a tel groupe de patients répond à une thérapie et l'autre groupe ne répond pas. Et donc, on a commencé à combiner plusieurs façons. Donc, on a combiné toutes les études de gènes, donc Genome-wise, donc toutes les études génétiques, l'expression des gènes, l'histologie, la clinique, donc la fonction, donc la physiologie, pour le même patient, pour dire, chaque patient va avoir chacune de ces caractéristiques et que ces caractéristiques vont vraiment identifier un phénotype de patient. Et cette approche-là, donc ces approches pharmacogénétiques et omiques, ont permis de définir des changements dans des populations qui pourraient mieux bénéficier de certains traitements par rapport à d'autres, même des traitements classiques, hein. On ne parle pas juste des traitements nouveaux, donc biologiques, mais même des traitements classiques. Et donc, surtout lorsqu'on constate que, par exemple, il y a ici quelques exemples, il y a des polymorphismes de certains récepteurs qui dépendent de l'ethnicité. Et qui sont associés à une mauvaise réponse et à la mortalité. Donc, on peut traiter même ces gens-là, et on pense qu'on bien les traite, mais finalement, il y a des polymorphismes et ils ne répondent pas vraiment à ces traitements-là. Un exemple, par exemple, au niveau respiratoire, c'est le singulaire, qui est quand même un antileucotriène, et on a constaté qu'au début, on avait comme un 30% des patients qui ne répondent pas, mais quand on a été plus loin et qu'on a fait les analyses poussées, on a constaté qu'il y a des polymorphismes au niveau des récepteurs, et donc ces gens-là, on a beau leur donner du singulaire, ils ne répondront jamais. Donc, ça, c'est important. Donc là, ça ne sert à rien de leur donner un médicament alors qu'eux, génétiquement, ils ne sont pas capables de répondre. Donc, l'asthme-l'aspirine qui répond aux antileucotriènes, l'implication de certains haplotypes aussi, là, donc certaines HLA qui sont impliquées dans l'hypersensibilité aux médicaments dans les populations asiatiques. Donc, vous voyez qu'il y a l'ethnicité, il y a les polymorphismes, il y a des changements génétiques qui sont importants, avec lesquels il faut vraiment être conscient pour qu'on puisse lire beaucoup de biomarqueurs pour dire tel patient appartient au cluster 1, ou au cluster 2, ou au cluster 3.
c'est là la limite actuelle. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus, puis qu'on est en train de travailler vraiment pour trouver. Bon, il y a le nombre d'éosinophiles, il y a le FNO, la combinaison des deux et tout ça, mais tout ça n'est pas encore tout à fait solide pour dire, moi, dans ma clinique, si je fais un FNO, je regarde l'éosino, je vais dire que mon patient est dans le cluster 1 et je peux lui prescrire telle molécule ou telle molécule. On n'est pas encore tout à fait rendu là pour le moment. Alors, pourquoi faire ça finalement? C'est parce que justement, on constate qu'il y a une catégorie de patients qui sont comme un peu, on ne sait pas quoi faire avec pour les soins. On donne la thérapie classique, mais on constate que ces gens-là continuent encore à être dans les exacerbations, à occuper les lits d'urgence, à demander beaucoup donc, disons, l'impact socio-économique est très élevé. En plus que ces patients-là, ils ont une très mauvaise qualité de vie. Donc, on a besoin vraiment de ça pour aider au diagnostic, pour une meilleure identification des mécanismes. Donc, point de vue recherche, c'est aussi important. Et aussi pour mieux cibler. C'est parce que là, si on donne des médicaments qui coûtent une fortune, vous le savez très bien, les biologiques, on ne peut pas le donner à tout le monde. C'est ce qu'on avait dit au départ. C'est pas one size doesn't fit all. Donc, il faut vraiment cibler le bon pull à la bonne personne. Et donc, et ça coûte cher, et donc c'est important d'avoir ces outils-là. Et donc, ça a son importance à la fois en clinique et en recherche. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements, donc beaucoup d'études qui ont été faites dans les phénotypes d'asthme et donc les endotypes d'asthme. Et donc, on arrive avec des catégories d'asthme avec eosinophiles, des asthmes non eosinophiliques, donc on n'a pas beaucoup d'inflammation, des asthmes qui ont à la fois des neutrophiles et des eosinophiles, donc là, c'est les mixtes. Et les asthmes non allergiques mais eosinophiliques, vous voyez qu'on dépasse vraiment la catégorie allergie eosinophile et non allergie. Là. Donc on est vraiment dans une catégorie beaucoup plus spécifique et bien identifiée. Alors donc, si on y va par catégorie, donc vous le savez, l'inflammation T2, là je ne reviens pas là-dessus, mais vous voyez de plus en plus ce schéma-là qui était tout à fait simple au départ, se complexifie à chaque fois qu'on a une molécule qui s'ajoute, parce qu'on découvre de plus en plus des interactions et tout est possible dans le ciblage de cette réaction-là T2, mais il reste toujours donc l'IL-13, l'IL-4, l'IL-13 qui reste quand même central. Et donc, pourquoi c'est central? Parce que c'est quand même les cytokines qui vont agir dans la cascade inflammatoire allergique, donc qui sont connues. On connaît tous leurs effets vraiment au niveau cellulaire immunitaire, mais également au niveau de l'épithélium, qui est la barrière, au niveau des cellules structurales, donc qui est le muscle lisse, l'hyperréactivité bronchique et tout. Donc là, c'est pas juste au niveau de l'inflammation, mais également on oublie toujours que le tissu est là et que le tissu réagit aussi. Il n'y a pas que les cellules inflammatoires qui réagissent. Et donc, les molécules qui ont été développées, donc là récemment, là, ce sont le dupilumab qui est déjà utilisé. Et puis on sait que lui, il va vraiment bloquer le récepteur commun IL-4, récepteur alpha de l'IL-4 et le récepteur alpha-1 de l'IL-13. Il y a le lebrikizumab qui, lui, va vraiment bloquer la portion du récepteur alpha-1 de l'IL-13. Il y a le traco, mais lui va capter vraiment la cytokine, donc il va l'empêcher d'aller sur le récepteur. Et il y a le eblasakimab, ils ont des drôles de noms, qui lui va plutôt agir sur le complexe lui-même. Là, ça ressemble un peu au dupilumab. Donc ça, ce sont les anticorps qui sont actuellement soit déjà utilisés, soit qui sont en cours et qui sont rendus quand même à des phases, soit des phases 2 ou de phase 3 dans les recherches cliniques, et qu'on va voir un petit peu quelques données là-dessus. Alors, ils sont également utilisés dans la dermatite atopique parce qu'on a les mêmes mécanismes là, de l'IL-13 et l'IL-4 se retrouvent au sein du même mécanisme, donc au niveau de la réponse TH2. Alors,
qu'est-ce qui a été donné? Donc, quels sont les résultats, par exemple, pour le Libri au niveau de l'atopique dermatite? Il y a un papier qui vient, l'étude vient juste d'être publiée, là, c'est au mois de mars, dans le New England Journal. Et puis, ce qu'on constate, c'est que bloquer le récepteur de l'IL-13 a quand même des effets significatifs chez les adolescents et les adultes, avec une dermatite atopique modérée à sévère. Donc ça c'est positif, on verra la suite après, là, est-ce que ça, dans la vraie vie, est-ce qu'on n'aura pas d'autres surprises là? Et donc ça c'est pour l'IL-4, l'IL-13, donc le Dupi y vit sa vie actuellement, et donc là on attend les résultats pour les autres anticorps que je vous ai, dont je viens de parler. On passe à une autre catégorie de molécules auxquelles on s'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment au top de la réaction, très tôt au niveau de la réaction. Dès qu'on a une atteinte au niveau de l'épithélium, il y a ce qu'on appelle des alarmines, parce que leur nom dit vraiment ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'ils alarment le système, ils lancent l'alarme pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui se passe, il y a la barrière qui n'est pas fonctionnelle, et donc il va y avoir donc toute une cascade de réactions suite à la libération de ces alarmines. Et parmi ces alarmines, donc vous voyez les plus étudiées, c'est le TSLP. Maintenant qu'on a des anticorps, on va le voir un peu plus loin, l'IL-33 et l'IL-25. L'IL-25, c'est décevant, il n'y a pas vraiment grand-chose. Les anticorps qui ont été faits n'ont pas été plus loin que la phase 1, donc on n'en parlera pas beaucoup. Donc ces alarmines, ils jouent un rôle important dans la réaction allergique et non allergique aussi, on va voir. Donc là, si on commence par la plus intéressante, qui est la thymique stromal lymphoprotéine, la TSLP, elle est libérée donc par l'épithélium, puis aussi les cellules structurales, mais l'épithélium en fait aussi, et elle peut avoir deux formes, une forme courte et une forme longue. Et tous les traitements, juste entre parenthèses pour qu'on y pensera plus loin, ont été faits contre la forme longue, parce qu'on ne sait vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe avec la forme courte? Donc, il y a très peu d'études là-dessus. Donc, ça va venir. Et donc, elle a des effets directs sur les cellules dendritiques, sur les cellules, sur les mastocytes, sur les cellules structurales. Donc là, ça a un effet quand même sur les lymphocytes également, sur la présentation d'antigènes. C'est quand même très large comme effet. Et cela grâce à son récepteur qu'elle partage avec une autre cytokine qu'on appelle l'IL-7, donc avec le récepteur R-alpha de l'IL-7. Et vous voyez pourquoi? C'est parce qu'elle utilise quand même beaucoup de voies de signalisation. Donc, juste pour rappel, lorsqu'on traite par des corticoïdes, on tape vraiment sur cette voie-là, la voie de NF-κB, et toutes les cytokines qui sont modulées par le NF-κB. Mais vous voyez que le TSLP, elle utilise ces voies-là, la voie des MAP kinases, les STAT, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus large. Et donc, si on est capable de la bloquer, et surtout si on bloque le récepteur, et probablement dans le futur, c'est ce qu'on va faire, ces kinases-là qui l'activent, on va quand même aller plus large au niveau de la réponse cellulaire. Donc ici, c'est juste pour dire que, bon, d'abord, si on met en cause une cytokine, il faut vérifier si elle est là. Est-ce qu'elle est sécrétée? D'abord, est-ce qu'elle est là? Donc, il y a eu des études qui ont montré ici, en comparant des sujets contrôle et des asthmatiques, pour doser donc la TSLP, l'IL-33 et l'IL-25. Et vous voyez, comme je vous ai dit, l'IL-25 n'est pas formidable, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Et on constate quand même que ces deux cytokines-là sont augmentées dans les lavages broncho-alvéolaires chez les patients asthmatiques comparativement normaux. Et puis ce qui est intéressant, c'est que lorsque les sujets sont traités, il n'y a pas vraiment de différence, traité, non traité. Donc, ça ne répond pas aux corticoïdes. Donc, ce n'est pas des cytokines qui peuvent être modulées par les corticoïdes.
Donc, d'où l'intérêt de faire donc des études cliniques pour voir est-ce que c'est vraiment une cible. Donc depuis la phase 1 qui commençait par un proof of concept, là, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait un challenge allergénique au laboratoire et on traite les patients avec l'anticorps anti-TSLP qui est le tezepelumab, celui-là, et on regarde est-ce que c'est efficace. Donc ça, c'est un petit groupe de patients qui ont été faits, par exemple là, en Ontario, là, qui ont cette expertise-là avec l'exposition aux allergènes des patients. Après ça, il y a eu l'étude Pathway. Donc elle était focusée surtout sur les exacerbations. Est-ce que si on traite avec le TZ, est-ce qu'on est capable de diminuer les exacerbations? Parce que n'oublions pas que dans les asthmes sévères, ce qui est embêtant, c'est la recrudescence des exacerbations répétitives et donc qui amène à l'hospitalisation régulière et donc à une mauvaise qualité de vie finalement des patients et le dégringolade finalement de leur état. Après ça, l'étude qui est arrivée après, donc ce sont toutes des phases 2. Évidemment, on évalue l'efficacité, la sécurité et donc là, on s'est intéressé à l'inflammation. Et la dernière, là, qui est l'étude navigateur et source, ce sont surtout, navigateur, on a regardé les exacerbations, mais l'étude source, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de faire un sparing des corticoïdes oraux, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de diminuer les doses de corticoïdes oraux. Vous savez, chez ces patients-là, vous les traitez avec des corticoïdes oraux, puis c'est quand même c'est des effets secondaires importants. Donc là, si on est capable avec le TZ de diminuer la prise de corticoïdes oraux, on aura gagné quand même en qualité aussi pour ces patients-là. Alors voilà, donc là c'est les quelques résultats, donc les premiers de la phase 1 au niveau du challenge. Donc on constate qu'on a une diminution des exacerbations indépendamment du taux sanguin d'éosinophile ou d'indicateurs de la réponse T2 et qu'on a une baisse de taux sanguin d'éosinophile de FNO et de FNO qui persiste. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que même si on a des eosinophiles plus élevés ou moins élevés, on a quand même une diminution des exacerbations. Ça, c'est une première dans les biologiques. Rappelons-nous, pour le Dupi, c'est pas ça. Pour le MEPO, donc le anti-IL-5, c'est pas ça. On n'a pas de réponse. On a une réponse uniquement dans les gens qui ont de l'eosinophilie et qui sont de type T2 vraiment. Donc ici, c'est quand même positif. On a quelque chose de nouveau. Et donc ça, c'est concrétisé. Donc ici, pour vous résumer l'étude navigateur, donc 1061 adultes et adolescents qui ont de l'asthme qui ont de l'asthme et qui ont des exacerbations importantes. Donc le TZ, on avait 529 et le placebo, on avait 532. Et donc là, c'est en subcutané, donc en sous-cutané, on constate qu'on a quand même une très bonne diminution des exacerbations comparées au placebo. Donc, je pense que ça coche une étape. Et lorsqu'on a regardé aussi à long terme les mesures de VMS, donc de FEV1, lorsque les sujets sont traités par rapport au placebo, là encore, on a une amélioration du VMS. Ce qu'on n'a pas vu, par exemple, avec le MEPO. On n'a pas vu vraiment, on constate une diminution d'exacerbation, une amélioration de la qualité de vie, mais il n'y avait aucun changement, par exemple, au niveau du VMS. Donc ici, pour le coup, le TZ semble quand même avoir de beaux résultats à ce niveau-là. Il en est de même dans cette étude-là où on regarde, on a stratifié avec eosinophile élevé ou avec phéno élevé, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, probablement qu'on a quelque chose pour les T2 et les non-T2. Pour moi, c'est une belle surprise, parce que pour les non-T2, on n'avait rien du tout jusqu'à maintenant. Alors voilà, je reprends un peu cette diapositive que Madame avait montrée ce matin, là pour montrer que le TZ, le TSLP est quand même central, parce que c'est très haut dans la cascade, vous voyez,
peu importe lorsqu'on est dans une réponse TH2 ou dans une réponse non TH2. C'est-à-dire que lorsqu'on a pas d'inflammation, pas de eosinophilique, pas de neutro, par exemple, dans les asthmes avec une inflammation rare, là, ça c'est les cas, par exemple, où on a beaucoup de remodelage, et les asthmes où on a mixte, à mon avis, plutôt ici, c'est plus une inflammation mixte, donc on a de l'éosinophiles, mais ils ne sont pas allergiques, mais on peut trouver aussi les neutrophiles, donc ça agit sur les LC2, donc on connaît les cibles, ici ça agit sur les cellules structurales, c'est pour ça qu'on a du remodelage, et évidemment le classique, là qu'on connaît tous, là qui est la réponse TH2. Donc c'est une cytokine qui semble aller dans toutes les catégories finalement de phénotypes d'asthme qu'on a. Donc voilà, donc là pour juste résumer cet effet, donc il y a des réductions des exacerbations et des hospitalisations. Les effets bénéfiques sont associés à la réduction importante de médiateurs inflammatoires, donc l'IL4, l'IL13, et aussi de l'éosinophilie sanguine, les IgE et le FNO. Des effets observables chez les différents phénotypes, eosinophiliques et non eosinophiliques. Effet bénéfique même pour les patients avec eosinophiles inférieurs à 150 cellules par microlitre, quand même c'est bon. Et aussi, ce qui est intéressant, quelque chose de nouveau, un effet sur l'hyperréactivité bronchique. On n'a pas eu grand-chose au niveau de l'hyperréactivité bronchique. Donc, par contre, il y a quelque chose encore à étudier, c'est qu'on a constaté que les patients qui sont dépendants des corticoïdes, donc c'est une petite catégorie, mais une catégorie, à mon avis, que vous avez sûrement, vous voyez sûrement, qui est extrêmement difficile, qu'on ne sait pas trop, on ne peut pas les sevrer, puis qui ont tellement d'effets. Et ces gens-là, ben, c'est qu'elles semblent ne pas être efficaces. Alors là, on ne sait pas pourquoi. Il va falloir vraiment aller plus loin et étudier cette catégorie-là. Ça va être très difficile parce que c'est très peu de population. Ça va demander probablement des multicentriques pour trouver une réponse. Alors, il y a aussi, ce qui est intéressant aussi avec le TSLP, c'est qu'on a utilisé, on est allé plus loin parce qu'on a vu que ça quand même, c'est intéressant, mais on s'est dit, mais pourquoi pas une forme inhalée? Parce que si on a un inhalateur, c'est quand même plus efficace, c'est plus pratique, et probablement que ça serait peut-être plus démocratique, à mon sens, à moi, parce que ça va être plus facile à commercialiser. Il n'y a pas tous les problèmes des injections, probablement. Puis peut-être que les prix seraient peut-être plus raisonnables. Alors, elle est basée sur quoi? C'est qu'on a pris l'anticorps contre le TSLP et on a enlevé la fraction FC et on a gardé juste un petit fragment d'anticorps. Et on l'a formulé dans les inhalateurs habituels. Et l'étude qui a été faite, vraiment étude de proof of concept, c'est très peu de patients, parce que c'est des études lourdes, très 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 lourdes, là, parce qu'on challenge les gens pendant presque 24 heures, on attend d'avoir une réaction, immédiate, une réaction tardive, mais c'est pas tout le monde qui fait les deux réactions, donc là on perd beaucoup de patients. Donc là, je vous assure, j'ai fait une étude avec ce groupe-là là-dessus. C'est pas évident d'arriver à avoir un nombre, disons, intéressant de patients pour tirer des conclusions. Donc, on ne tirera pas beaucoup de conclusions, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que probablement c'est prometteur parce que ça a un effet intéressant sur l'hyperréactivité bronchique. Et on constate également qu'on a diminué, donc la chute du VMS a été diminuée lorsque les gens prenaient l'anti-TSLP inhalé. Et également, après 80 jours d'inhalation, on constate quand même une baisse importante de l'éosinophile dans les voies aériennes, donc on l'a assez dans le sputum. Donc c'est quand même intéressant à venir. Donc l'avenir nous dira si on verra l'anti-TSLP, et probablement que ça ouvrirait la porte à tous les anticorps à être peut-être en format inhalé ou en combinaison en format inhalé. En tout cas, c'est en étude.
L'autre cytokine intéressante, c'est l'IL-33. L'IL-33, pareil, c'est une alarmine. Mais qui, elle est stockée dans les cellules basales. Donc là, on l'a tous dans nos cellules basales. Elle est là, elle est en forme inactive. Et lorsqu'il y a une réaction, ben cette forme inactive va être clivée et va donner une forme active et elle va agir sur ce récepteur qui est le ST2. D'ailleurs, il y a des anticorps anti-ST2 aussi actuellement en étude. Et donc, lorsque les cellules immunitaires et même structurales qui ont le récepteur SD2 vont réagir à l'IL-33 et donc on a une réaction inflammatoire locale. Il y a beaucoup de cellules qui ont le récepteur à l'IL-33, donc l'effet est aussi généralisé à la fois au niveau structural et au niveau immunitaire. Et donc, les études qui ont été faites avec l'anticorps, les TPKimab, c'est un petit groupe, c'est pas une grosse étude. Et ce que ça montre, dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'anti-IL-33 comparé au DUPI, donc l'anti-IL-4, une combinaison des deux, comparativement à un placebo. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une diminution des exacerbations dans le groupe anti-IL-33, comparativement au placebo. Mais lorsqu'on combine les deux, ça n'a pas vraiment un effet majoritaire. Donc, ce n'est pas intéressant de combiner anti-IL-4 et anti-IL-33. Et puis, pour moi, c'est logique parce que ça touche peut-être pas forcément les mêmes cibles. Et même si c'est les mêmes cibles, c'est pas les mêmes signaux cellulaires. Donc c'est deux voies peut-être différentes. Donc il faudrait vraiment, c'est pas intéressant de les combiner. Donc toujours dans l'asthme sévère, vous voyez que les biomarqueurs de la réponse T2 sont réduits par le traitement anti-IL-33. L'eosinophile sanguin, FNO, périostine, l'iotaxine plasmatique et de PARC, donc c'est une cytokine qui est impliquée dans la migration des lymphocytes T, sont diminués. Donc tous ces biomarqueurs-là sont diminués lorsqu'on traite avec l'anti-IL-33. Par contre, ce qui est différent de l'anti-TSLP, c'est que ce n'est pas efficace chez les gens qui n'ont pas d'eosinophilie. Donc là encore, c'est une petite déception pour le groupe non T2. Donc ça n'a pas d'effet. Donc c'est peut-être pas la bonne réponse pour les T2 low ou les non T2. Donc voilà, donc c'est dommage. Alors, j'ai encore un petit peu de temps, donc là on va parler de cette réponse non T2. Donc cette réponse non T2, elle est à la fois plus neutrophilique que eosinophilique, malgré le fait qu'on peut trouver également les deux. Et donc ça implique d'autres voies comme TH17, les ILC3, aussi l'ILC2 qui peuvent aussi intervenir. On a les prostaglandines D2 qui peuvent aussi être impliquées dans cette réponse non T2. Donc voilà, donc là c'est la physiopathologie un peu rapide. Et cette étude intéressante des Italiens qui ont pris des populations et ils ont essayé de catégoriser au niveau des biopsies finalement c'est quoi le pourcentage de ces patients-là. Puis on constate ici qu'il y a parmi leurs patients, 40% qui sont eosinophiliques, uniquement 3% qui sont neutrophiliques, alors qu'on s'attend peut-être à avoir un petit peu plus. Et ceux qui sont la poségranulocystique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'inflammation, il y a 8%. Et la réponse mixte, ben, c'est celle qui est la plus représentée finalement. 51% des patients ont une réponse mixte. Donc, à la fois neutrophilique et eosinophilique. Donc, est-ce que en se catégorisant, juste en se concentrant sur les eosinophiles uniquement, est-ce qu'on ne perd pas peut-être une partie finalement des patients et on les traite pas comme il faut et on les met dans le même paquet. Donc, c'est à
à reprendre. Et donc, il y a aussi donc, il y a beaucoup de médiateurs qui sont impliqués dans ces facteurs, dans ces patients-là, qui n'ont rien à voir avec, avec la réponse T2. Par exemple, les métalloprotéinases, donc là, c'est impliqué plutôt dans leur remodelage. Les chitinases, la même chose. L'IL8, l'IL6. Et d'ailleurs, l'IL6, il y a des clinical trials actuellement qui la ciblent dans ce groupe de patients-là. Donc, probablement qu'on aurait dans l'année qui arrive des réponses pour ces patients-là. Donc, vous voyez que la réponse T2 et non T2, ils ont quand même des points en commun. Bon, ils avaient des points en commun. Bon, bah, ils reviennent. Il y a donc les neutrophiles, il y a les eosinophiles qui peuvent agir à la fois dans la réponse T2, mais aussi la réponse mixte ou non T2. Il y a plusieurs molécules qui sont à l'étude et c'est pas forcément des anticorps monoclonaux. Je pense que pour nous, c'est quand même une bonne chose parce que ça va peut-être des molécules qui coûteraient beaucoup moins cher que les monoclonaux. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, pas forcément des monoclonaux, mais des traitements biologiques, mais qui va cibler plutôt les interactions de ces molécules-là, les signaux intracellulaires de ces molécules-là. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop... j'ai pas mis trop de choses là pour cette partie-là. Donc l'asthme comprend donc un ensemble de conditions présentant des caractéristiques distinctes et divers mécanismes de développement. Un meilleur phénotypage, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même important et surtout un endotypage qui permettra de mieux cibler et de mieux traiter. Beaucoup de recherches, on n'a pas encore arrivé à trouver des marqueurs parce que c'est la clé de voûte, à mon avis, des nouveaux traitements et pour l'avenir. Et donc, la médecine de précision s'impose dans le traitement de l'asthme, pas uniquement de la traitement de l'asthme sévère, toutes les maladies chroniques actuellement. Le cancer du poumon, là, c'est incroyable, là, c'est de la thérapie ciblée actuellement. Il n'y a que ça. Et donc, ça fonctionne. Il faut faire des séquençages pour trouver des mutations, pour catégoriser les patients et puis pour traiter le bon patient avec la bonne molécule. Et je pense qu'on est rendu là en allergie pour une meilleure prise en charge des patients allergiques. Et pour finir, je voudrais vous remercier de votre patience et voilà.